Le premier épisode de ce podcast est accessible gratuitement. Pour écouter la suite, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart. De l'enquête au procès, les grandes affaires de Mediapart en podcast. L'affaire Le Gay, c'est au départ une photo qui suscite une grande émotion et très vite beaucoup d'interrogations. On y voit une femme aux cheveux blancs, allongée sur le sol, de côté, inanimée. Des policiers avancent et l'enjambent sans lui prêter secours. Geneviève Le Gay a 73 ans, elle ne ressemble pas à un dangereux émeutier, elle n'est armée que d'un drapeau arc-en-ciel, le drapeau de la paix comme elle dit, qu'elle brandit de manif en manif depuis près de 50 ans. En ce mois de mars 2019, c'est avec les Gilets jaunes à Nice qu'elle manifeste. Elle entonne l'Internationale, elle chantonne Bella Ciao quand elle est soudain renversée. Face aux images, le gouvernement panique car le profil de la victime ne correspond en rien au storytelling qu'il tente d'imposer. À Mediapart, Pascal Pascariello, journaliste spécialiste des violences policières, se met sur le dossier pour comprendre ce qui s'est passé. Au fil des semaines, son enquête va dévoiler des mensonges policiers, des mensonges judiciaires et des mensonges politiques, en premier lieu celui du président de la République, Emmanuel Macron. Il faut bien le dire, sans son travail, le procès du commissaire Souchy qui s'ouvre ce 11 janvier 2024 ne se serait peut-être jamais tenu. Affaire Le Gay. Ils ont tous menti, Macron le premier. Épisode 1. L'affaire Le Gay commence par une manifestation. C'est le samedi 23 mars 2019 et à Nice, comme dans d'autres villes en France, est prévu un rassemblement des Gilets jaunes. Et environ 200 manifestants se retrouvent dans le calme vers 10h sur la place Garibaldi. Vers 11h, 11h15, le préfet donne l'ordre d'évacuer la place. Le commissaire Rabah Souchi, qui est à la tête des opérations sur le terrain, ordonne de charger les manifestants. Et à 11h40, une charge est donc faite par les policiers et Geneviève Le Gay est grièvement blessée. Qu'est-ce qu'on appelle une charge ? Alors, dans le maintien de l'ordre, il y a différentes façons pour disperser une foule, pour évacuer un lieu. Les policiers peuvent faire une vague de refoulement. Dans ces cas-là, ils sont au pas, le bouclier est sur le côté, la matraque est rangée, ils peuvent même enlever leur casque. Sinon, ils peuvent faire une charge. Et dans ces cas-là, les policiers vont au contact et utilisent la force, en l'occurrence leur bouclier et leur matraque. Et ils sont en colonne, en rang. On voit très bien les images des policiers qui chargent les foules de manifestants. Et dans ce cas-là, ils sont au pas de course. Ils avancent, ils courent, voire ils bousculent la foule ou les manifestants qui entraveraient leur passage ou qui resteraient sur les lieux. Et c'est en l'occurrence une charge qu'a décidé le 23 mars le commissaire Rabah Souchi. Et d'ailleurs, au cours de ton enquête, tu as récupéré les enregistrements où on entend le commissaire Rabah Souchi donner l'ordre de charger la foule. On l'écoute. Vous charge. Vous m'avez dit que... Vous chargez. Allez. Non, on bouge pas, on charge. Moyen lacrymo et autres, on charge. Est-ce qu'il y a une spécificité locale ce genre-là ? Est-ce que c'est à peu près ce qui se passe, c'est aussi tendu dans toutes les grandes villes de France ? Ou bien est-ce qu'il y a un climat particulier qui est lié à certains événements ? Alors Nice, c'est pas forcément la ville où il y a le plus de heurts entre les manifestants et les policiers. Mais ce week-end-là, à Nice, est prévue la visite du président chinois en présence du président Emmanuel Macron le lendemain donc de la manifestation des Gilets jaunes, c'est-à-dire le dimanche 24 mars. Donc il y a un dispositif de sécurité dit de haut niveau avec plus de policiers que de manifestants. Toi, Pascal Pascariello, ce 23 mars 2019, comment tu découvres l'histoire Le Gay ? Je la découvre ce jour-là en toute fin de journée, en rentrant justement de manifestation que je couvrais avec mes confrères Christophe Gognaud et Karl Lasquet. Et ce jour-là même à Paris, je me rappelle, on termine aux alentours de 18h, plutôt dans le calme, sans qu'il y ait de grands heurts à Paris. Et donc c'est en ouvrant les réseaux sociaux que tu découvres ce qui s'est passé. Que je découvre cette photo de Geneviève Le Gay à terre, le drapeau de la paix à ses côtés, une tache de sang, et les policiers qui l'enjambent ou qui semblent lui marcher dessus. En fait, le 23 mars, ça fait pas si longtemps
que je travaille sur les violences policières. Je viens d'arriver au journal, au pôle enquête, fin janvier. Et je suis plongée depuis 2 mois dans les violences policières à travers le mouvement des Gilets jaunes, où je peux que constater une hécatombe de blessures. Et de blessures, pour moi, impensables lorsqu'on va manifester. Un nombre incalculable de personnes qui ont perdu une main, un œil. Qu'est-ce qui fait que les blessures de Geneviève Leguet sont plus ou moins importantes? Est-ce qu'il y a des blessés plus importants que d'autres dans les violences policières? Il n'y en a pas des plus ou moins importantes, mais il y a des moments où on se dit, où je me dis, est-ce qu'on n'a pas franchi encore une nouvelle étape dans les violences policières? Là, en découvrant cette image de Geneviève Leguet à terre, je me dis, il y a peut-être une nouvelle étape, hélas, de franchir encore dans la violence, parce que c'est une dame qui a 73 ans. D'ailleurs, assez vite, on entend des interviews qu'elle a données avant la charge policière, où elle apparaît effectivement comme une simple militante pacifiste. Samedi 23 mars 2019, interview de Geneviève Leguet, au début du rassemblement des Gilets jaunes. Donc moi ce matin à la télévision, j'ai vu qu'on ne pouvait pas manifester à Nice dans certains endroits. Donc on a donné rendez-vous ici à 10h pour se rassembler pacifiquement. Vous voyez, j'ai un drapeau de la paix. On ne va pas aller agresser ni le président chinois ni le président français. On est là pour dire qu'on a le droit de manifester. Voilà, l'arrêté, on l'a pas vu. Même la Ligue des droits de l'homme, hier soir, sur Internet, écrivait qu'on ne savait pas, on ne sait rien. On voit plusieurs policiers qui passent avec des mégaphones, on imagine qu'ils vont les utiliser bientôt pour vous sommer de quitter les lieux. Est-ce que si vous le dites... On sera plus fort qu'eux, on l'a déjà fait tout à l'heure. Tout à l'heure, il nous a dit de dégager. On a tellement chanté fort qu'on n'a même pas entendu ce qu'il a dit. Vous pas à cette place, même si on vous le demande. Écoutez, on la quittera quand on voudra. S'ils prennent la force, on verra bien. Hein. Vous n'avez pas peur, madame? J'ai pas peur. Non, mais vous savez, j'ai 73 ans, qu'est-ce qui peut m'arriver? Moi, je me bats pour mes petits-enfants, 50 ans que je suis sur le terrain. Donc, voir ce que je vois aujourd'hui, ça a pleuré, quoi, à pleurer. Et c'est assez troublant, en fait, d'entendre cette interview qui se déroule à peu près 1 heure avant qu'elle soit blessée. Passer justement l'émotion qu'on peut ressentir en voyant cette dame gisant sur le sol, je me dis... Bon, il faut vite comprendre quelle est la situation. Et la situation devient très politique parce qu'en fait, des hommes politiques, dont le maire de Nice, prennent la parole pour dire « mais elle a trébuché ». On l'écoute. On a des nouvelles de cette femme qui a été blessée ce matin? Oui, je sais, c'est regrettable puisque je sais que ça n'est pas dans un heurt avec la police. Elle a trébuché et forcément toute personne qui est blessée aujourd'hui, que ce soit dans cette circonstance ou dans d'autres, c'est toujours malheureux, mais je crois que ce sont des blessures superficielles, qu'aujourd'hui elle est prise en main. Et qu'en même temps, voilà, ne pas se trouver à un endroit où on ne doit pas être, c'est mieux et ça peut éviter aussi des dégâts. Là, on vient d'entendre le maire de Nice, Christian Estrosi, nier les violences policières sur Geneviève Leguet, mais il n'est pas le seul. Non, puisque après Christian Estrosi, c'est au tour d'Emmanuel Macron, du président de la République, de faire également des déclarations sur l'affaire Leguet. Dans Nice Matin, où il déclare « Pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. » Et il ajoute même, comme si l'affaire était soldée et qu'il n'y avait rien à chercher, cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Ce qui m'interpelle évidemment, c'est que je me dis, à une violence s'ajoute une autre violence. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'au moment où est publié l'article dans Nice Matin, Geneviève Leguet est encore à l'hôpital dans un état très grave. On ne sait pas comment elle va s'en sortir. Elle a eu une fracture au crâne, une hémorragie cérébrale, et elle a 73 ans. Donc, il y a une grande inquiétude sur son état de santé, et on entend ces propos-là du président de la République. Et au lendemain de la publication de l'interview dans Nice Matin du président Emmanuel Macron, conférence de presse à Nice du procureur de la République Jean-Michel Prêtre, qui rajoute encore, j'allais dire, une couche, en disant... Ce dont on est sûr aussi à l'analyse des images, j'allais presque dire pixel par pixel, c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Moi, mon travail, à ce moment-là, c'est de vérifier toutes les hypothèses. Donc, j'essaye de comprendre la situation, je regarde les vidéos qui ont été tournées par des journalistes le jour des faits. Je perçois pas de tierces personnes
venant bousculer Geneviève Leguet, puisque l'hypothèse aussi, ça a été que ce sont des journalistes qui l'auraient bousculé. Et ensuite, donc à partir du lundi, je réussis à avoir le contact de personnes qui ont été témoins de la charge, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des manifestants. Il y a des personnes qui étaient juste attablées à une terrasse de café. Comment tu fais pour les retrouver? Parce qu'on sait que Geneviève Leguet, elle est militante dans l'association Attac. Est-ce que tu appelles Attac? Est-ce que tu cherches à joindre un avocat de Geneviève Leguet? Je ne sais pas s'il y en a déjà un à ce moment-là. Est-ce que tu cherches à joindre des sources policières? Comment tu fais? Là, il faut aller très vite. Et donc, il faut lancer toutes les pistes à ce moment-là. Donc, oui, je rentre en contact avec l'avocat de Geneviève Leguet, qui est Ariel Halimi. Je rentre en contact avec Attac. Et il y a également des personnes, en fait, qui viennent vers le journal, vers nous. Des témoins qui nous contactent. Spontanément, en nous envoyant des mails pour nous dire « J'ai été témoin, je souhaite vous parler de ce que j'ai vu ». On a vu les policiers chargés, et ce sont les policiers qui bousculent violemment Geneviève Leguet qui tombe à terre. Parmi les autres contacts que j'appelle, évidemment, il y a les policiers. Pour faire ce travail-là, j'ai beaucoup de contacts aussi au sein de la police. Et donc, il y a une personne qui travaille pour la police à Nice, qui a accès à l'enquête et qui souhaite mettre fin aux mensonges. Généralisés. Exactement. Grâce à cette personne, on réussit à avoir les premiers éléments de l'enquête. Ça date du 23 mars à 19h05. Le jour même, donc, de la manifestation des Gilets jaunes. Je cite le motif qui est écrit noir sur blanc par un officier de police judiciaire. Selon les premiers éléments recueillis, la septuagénaire aurait été bousculée par un homme qui portait un bouclier. Bon, un homme qui portait un bouclier, c'est pas un homme qui portait une caméra. Nous, on révèle ces faits le 28 mars et le 29 mars, le lendemain, le procureur de la République, Jean-Michel Prêtre, est obligé de revenir sur ces mensonges en disant « Contrairement à ce qui pouvait être interprété des premières images, il y a eu un contact direct entre un membre des forces de l'ordre et Madame Leguet. » Toi, tu t'intéresses du coup à ce procureur. D'autant que c'est un nom dont certains ont déjà entendu parler au sein du pôle enquête à Mediapart. Oui, il a fait l'objet en fait de plusieurs articles, en particulier pour une affaire lorsqu'il était en poste à Pointe-à-Pitre, où ses mensonges ont coûté 4 ans de prison à un innocent. Quand je commence à dire mais qui est Jean-Michel Prêtre, je me rappelle très bien, Edoui Plenel vient me voir en disant « Pascal, regarde, il y a plusieurs enquêtes que nous avions publiées sur ce procureur. » Et effectivement, à ce moment-là, on reconstitue de façon très collective le parcours de Jean-Michel Prêtre en se disant « C'est quand même fou que cet homme qui a menti régulièrement et dont les mensonges ont eu de graves conséquences pour des innocents, soit passé à travers les mailles du filet jusqu'à présent, que l'institution judiciaire ne se soit jamais posé la question sur son comportement et sur les conséquences dramatiques pour les justiciables. » Comment tu réagis quand Jean-Michel Prêtre est obligé, dès le 29 mars, de revenir sur ses premières déclarations? Je me rappelle encore de la rédaction à ce moment-là, il y a eu un cri de joie générale. On s'est dit « Waouh, c'est une belle victoire » de voir le procureur revenir sur ses mensonges et de voir Emmanuel Macron contredit par celui qui était le premier à le soutenir d'ailleurs. Comment tu expliques avec le recul qu'Emmanuel Macron, président de la République, ait pu prendre le risque de mentir de la sorte? Je dirais qu'il est finalement très cohérent avec lui-même et avec le déni qu'il a des violences policières. Puisque quelques semaines auparavant, en mars 2019, le président Emmanuel Macron déclarait ne parlez pas de violence policière. Donc, il prend le risque de mentir par rapport à Geneviève Leguet. Et je parlerai même pas de risque, mais d'irresponsabilité en tant que président, de déni et de mépris. Et pour couvrir son mensonge, il peut compter dans cette affaire sur l'aide du procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, qui avec l'aide des policiers qui sont en charge de l'enquête à son ouverture, vont couvrir, en tout cas vont tout faire pour couvrir le mensonge du président. Passer donc cette première étape où Jean-Michel Prêtre est obligé de reconnaître son mensonge, la suite est tout aussi affligeante parce que je découvre qu'il confie l'enquête à la compagne du commissaire Souchy qui est en charge des opérations et qui est donc visée par l'enquête.
Madame Sushi. Elle s'appelle pas Madame Sushi, mais Madame Pedoya. Parce qu'ils sont pas mariés, mais elle vit avec lui. Mais ça, tout le monde le sait, c'est notoriété publique ou c'est toi qui le découvres ou bien tu dois enquêter là-dessus? Eh ben, je suis alertée justement par un policier qui trouve ça absolument inacceptable. Tu y crois? Parce qu'au début, ça doit te paraître inconcevable. Bah, ça me paraît absolument inconcevable. Après un énorme mensonge du président, du procureur, et maintenant, l'enquête est confiée à la compagne de celui qui est mis en cause. Donc, je vérifie. Et comment on vérifie une relation intime? Évidemment, c'est poser la question d'aller à Nice, de me mettre devant le domicile de Rabat Sushi pour vérifier s'ils sortaient bien ensemble du même domicile. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Donc, c'est poser cette question-là, mais avant de le faire, en fait, j'ai appelé d'autres personnes. Rabat Sushi est commissaire, hein, et il est passé par le nord de la France, et dans le nord, il était également avec Madame Pedoya. J'arrive à avoir 3 témoignages. Tous me disent, Madame Pedoya est avec Monsieur Sushi. Donc là, je décide d'appeler le procureur Jean-Michel Prêtre, et j'avoue que c'est presque un coup de poker pour moi, parce que j'avais pas, si tu veux, la preuve intangible, quoi. Je les ai pas pris en photo à la sortie de leur domicile. C'est le problème aussi qu'on rencontre parfois dans les enquêtes du concubinage. Si ça se peut, ils se sont séparés. Si ça se peut, ils sont plus ensemble. Si ça se peut, on va dire qu'ils sont ensemble, mais ils habitent pas le même appartement. C'est toujours plus complexe qu'une relation officielle qui a été scellée par les liens du mariage. Complètement. Donc, coup de poker, je décide d'appeler le procureur Jean-Michel Prêtre et d'être très affirmative, en fait. D'être sûre de moi en disant, alors, monsieur le procureur, vous avez donc confié l'enquête à la compagne de celui qui est mis en cause. Et là, il me répond, mais je ne vois pas où est le problème. À suivre. Pour écouter les prochains épisodes, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart.